Bienvenue à tous et bonjour. Vous regardez Midi ensemble sur i24 News. La beauté ne viendrait que de la minceur. C'est en tout cas ce que nous fait croire la mode et la publicité. Et cela fatalement s'impose comme un modèle. Pour les femmes, la société crée des standards physiques auxquels chacun doit essayer de se conformer sous peine d'être stigmatisé ou bien rejeté par les autres. Ainsi, 80% des Français avouent avoir essayé un régime dans l'espoir de maigrir. La preuve que le diktat de la minceur est ancré dans les mentalités. Pour parler de ce diktat de la minceur, du rôle de la société, des conséquences psychologiques, particulièrement sur les jeunes femmes souvent fragiles, qui veulent à tout prix ressembler aux photos des magazines, j'ai le plaisir de recevoir Paula Abrahami-Amar. Bonjour, vous êtes médecin nutritionniste. Bonjour. Et Régine Quélin, bonjour, vous êtes psychothérapeute. Bonjour. Merci à vous, mesdames, d'être là. Et puis Marianne Bougrain est devant son ordinateur. Elle interviendra en direct tout au long de cette émission. N'hésitez pas à lui envoyer vos questions sur le mail Midi Ensemble @i24news.tv. Elle attend vos remarques nombreuses. Surtout, restez avec nous. Et les célébrités, figurez-vous, elles aussi en ont assez de vivre sous le diktat de la minceur. Si les années 90 consacraient les femmes brindilles à l'image de Kate Moss, eh bien la femme 2015 est plus en chair et en meilleure santé d'ailleurs. Plusieurs stars s'insurgent contre les commentaires haineux dont elles font l'objet. À l'heure des réseaux sociaux, elles ont décidé de réhabiliter la silhouette de la femme normale. Mais c'est parfois le public qui ne semble pas prêt à changer sa vision de la femme. Tout de suite, le reportage de Lise Barimbaud, mais on en parle après. À l'heure des réseaux sociaux, la silhouette des femmes est constamment épiée et durement critiquée si elle ne correspond pas à la fameuse taille zéro. Certaines stars dénoncent ce phénomène, le fat shaming, et souhaitent faire taire les mauvaises langues une bonne fois pour toutes. Les fat haters, comme on les appelle, ont une obsession, se moquer de celles qui n'incarnent pas les standards de beauté famélique. Certaines stars ont donc décidé de répliquer avec répartie et humour à ces médisants. La chanteuse Pink fait partie de ces agacés. En avril dernier, une photo d'elle en robe postée sur Twitter lui avait attiré les foudres des internautes. Elle avait donc répondu sur le réseau social. Je vais très bien, je suis très heureuse et mon corps en parfaite santé, voluptueux et solide, profite actuellement d'un congé bien mérité. Jennifer Lawrence et Demi Lovato, à leur tour, ont simplement rappelé qu'elles préféraient aller bien psychologiquement. Autre exemple, en 2012, Lady Gaga avait fait fi de ses complexes en s'affichant en maillot de bain sur Facebook, après une prise de poids rapide de 11 kilos. Elle avait alors déclaré « À toutes les filles qui se trouvent laides parce qu'elles ne font pas une taille zéro, vous êtes magnifiques. C'est la société qui est moche. Merci à tous mes fans qui m'aiment, quoi qu'il arrive, et qui connaissent la signification de la vraie beauté et de la compassion. » Les plus jeunes se rebellent aussi contre ces lyncheurs et assument le fait d'être simplement normale. Selena Gomez a été victime de fat shaming. La jeune actrice et chanteuse de 22 ans a posté une photo d'elle en maillot de bain en guise de réponse, en précisant qu'elle était en paix avec elle-même. Malgré des initiatives comme le concours de Miss Cicciona en Italie qui récompense les reines de beauté de plus de 100 kilos, les femmes bien en chair restent des marginales de la beauté contemporaine. Ce qui compte aujourd'hui dans notre société, c'est d'être mince. Nous, on a l'impression d'être une sous-classe, mais en réalité, physiquement, oui, nous sommes plus désavantagés que les autres, mais nous avons un cerveau, nous aussi. Des stars qui se rebellent contre des standards qui n'ont cesse d'évoluer à travers les époques. Si la femme brindille est le canon actuel, ça n'a pas toujours été le cas. La norme physique de minceur et de grandeur, elle s'établit au milieu des années 1920, lorsque Jean Patou ramène des États-Unis des mannequins américaines. Mais le diktat de la maigreur semble se déradicaliser. Les corps se tonifient et prennent du volume, même sur les podiums des défilés de mode. La minceur est encore très présente, on le voit encore sur les défilés, de moins en moins radicale. Donc voilà, on tend vers un espèce d'équilibre, mais bon, il n'en reste pas moins qu'il faut être très mince pour être mannequin. Mais attention, une nouvelle dictature est en train de naître. La minceur cède peu à peu le pas aux muscles. Santé et lignes fuselées sont désormais le Graal des Fitspo, cette communauté qui prône une alimentation saine et une activité physique régulière. La tendance qui se veut anti-anorexie prône une meilleure hygiène de vie, investit le web via les réseaux sociaux comme Tumblr ou Instagram. D'un diktat à l'autre, le corps de la femme traverse les époques sous les feux des critiques. Alors Paula, comment accepter son corps dans une société comme la nôtre ? Alors, moi j'ai envie de dire que le corps on n'en a qu'un pour toute la vie, donc c'est vraiment notre home sweet home à nous et pour toute la vie. Donc je pense qu'il faut savoir l'écouter, parce que le corps raconte en permanence notre histoire, et à partir du moment où on l'écoute,
on est attentif au message et à l'histoire qu'il nous raconte. Et si on accepte notre histoire, d'où on vient, ce qu'on veut faire, alors à ce moment-là, et surtout ne pas essayer de répondre à s'acharner comme ça, à répondre aux critères des normes esthétiques. Alors je pense qu'on respecte notre corps. De ne pas s'inventer une histoire. C'est quoi un canon de beauté? On entend souvent parler de canon de beauté, Régine. Alors ça vient de très loin et de très longtemps. Ça a été inventé dans la Grèce antique. Le canon, c'était la règle. Et c'était vraiment un sculpteur, donc Polyclète, qui avait créé ça en parlant des membres inférieurs, de l'harmonie, des tailles, etc. Après, plus ou moins dans les siècles, les canons de beauté, c'était surtout l'esthétique, l'harmonie, les corps beaux, pas les corbeaux, mais les corps beaux. Et bien sûr, ça a évolué énormément. Donc, justement, je vous propose de regarder l'évolution de la beauté de la femme à travers les siècles. Regardez un extrait d'une vidéo diffusée par le site internet BuzzFeed. Depuis l'Antiquité, les critères de beauté n'ont pas cessé de changer, d'évoluer. Figurez-vous, les belles femmes n'ont pas toujours été maigres. Dans l'Égypte ancienne, les femmes étaient rondes avec la peau foncée. À l'époque de la Grèce ancienne, ça arrive. Les formes étaient de rigueur pour être considérées comme belles et la peau était claire. Vous avez vu comme ça a évolué. Oui. En Chine, avec la dynastie des Han, eh bien, la taille était plutôt fine, mais le corps restait harmonieux. À la Renaissance italienne, le critère de beauté, c'était des femmes très rondes. Idem pour les femmes en Angleterre. Au 19e siècle, elles avaient pour habitude de porter des corsets afin de retrécir leur taille. Et puis, à partir des années 20, les canons de beauté de femmes mecs commencent à se faire voir. À l'âge d'or de Hollywood, avec l'exemple type de Marilyn Monroe qui portait du 42, les femmes restent bien en chair et montraient leur forme. Ce sont dans les années 60 que l'on signe le début des années qui prônent la minceur. Les femmes cherchent à devenir minces à tout prix. Et plus nous nous rapprochons de notre époque, plus les années supermodèles arrivent. Pour être belle, eh bien, il faut être mince à tout prix. Paula, quand la tyrannie de la minceur a-t-elle été instaurée ? Je vais vous raconter l'histoire de l'IMC. Comment ça a été créé, l'IMC? Qu'est-ce que c'est que l'IMC? L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire c'est une mesure du poids divisé par la taille au carré. Aujourd'hui, on l'utilise très couramment dans tous nos cabinets. Mais ça a une histoire quand même. Au 19e siècle, une compagnie d'assurance américaine ont créé l'assurance vie. Et ils se rendaient compte qu'ils perdaient beaucoup d'argent. Et un médecin qui travaillait dans ces compagnies a cherché justement à comprendre pourquoi ils perdaient de l'argent et à trouver des critères de sélection de ces, j'allais dire, des assurés. Et un petit peu plus tard, seulement au XXe siècle, un autre chercheur zélé d'une compagnie d'assurance a réussi à trouver, à construire en fait des chartes poids par rapport à la taille, l'âge et le sexe. Et il a consacré 40 ans de sa vie à faire rentrer ces critères-là dans les cabinets médicaux. Donc ça fait à peu près 60 ans environ. Donc c'était une histoire d'argent. C'était une histoire d'argent, absolument. Mais alors pourquoi vous, les médecins, vous continuez d'utiliser cette IMC ? Parce qu'on n'a pas vraiment le choix et qu'on a appris la médecine comme ça et on continue à l'apprendre comme ça. Donc, ceci dit, on s'y réfère, mais ça ne veut pas dire qu'on applique bêtement les normes. Mais c'est vraiment quelque chose qui Mais Régine, la recherche justement du corps idéal, l'esthétique, est-ce que c'est forcément négatif ? Pas du tout. Au contraire, je pense que toute femme comme tout homme a envie d'être bien dans son apparence. Là, on parle de l'apparence. Comme j'ai envie de dire, il devrait être bien à l'intérieur. Pour moi, il y a un lien entre l'apparence extérieure et le bien-être intérieur. Donc, c'est normal. Là où ça nous préoccupe, c'est quand on apporte sur un plateau des identités factices, artificielles, qui deviennent un impossible rêve. Alors justement, je propose de rejoindre Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Alors Marianne. Oui, bonjour Valérie. Alors nous avons reçu un commentaire de Anna qui a 15 ans, qui habite en Belgique et qui nous dit qu'elle est très complexée par son corps parce qu'elle se trouve très mince. La plupart de ses copines pensent qu'elle est anorexique ou qu'elle essaie de répondre aux dictates de la minceur, ce qui est totalement faux. Elle aimerait donc savoir comment prouver à ses amis, à ses copines qu'elle n'est pas malade, mais simplement que c'est sa morphologie, Paula.
Moi, j'ai envie de lui dire qu'elle vraiment reste comme tu es, n'essaye pas de prouver quoi que ce soit, et puis fais des bons repas avec tes copines et montre-leur que tu apprécies la bonne bouffe. Voilà, je pense que c'est vraiment simple. Je pense que c'est elles qui ont un problème et pas toi. Restez soi-même. Une autre question, peut-être, Marianne? Alors cette fois-ci, nous avons pas reçu une question, mais plutôt un commentaire de Patrick de Lille qui nous dit que toutes les femmes sont belles, même celles avec des formes. C'est un message pour toutes ces femmes qui se sentent complexées par leur corps. Allez, il nous en faut plus, hein, des téléspectateurs comme Patrick. Oui, c'est ce que j'allais dire. Eh bien, c'est le modèle imposé par le monde de la mode. Certains enfants commencent leur carrière de mannequin très jeunes. Comment faire pour les protéger, ces enfants? Eh bien, Fleur Citruc s'est rendue dans une agence de mannequins très spéciale à Tel Aviv. D'abord parce que le poids des enfants qui sont modèles est contrôlé de très près afin justement d'éviter les troubles de la nutrition, mais aussi parce que la fondatrice de l'agence, une mannequin d'origine éthiopienne, était elle-même obèse. Étant jeune, c'est une bien belle histoire et vous allez voir, elle est extraordinaire. On regarde le reportage. Maquillage, habillage, crépitement de flash, la séance shooting des enfants n'a rien à envier à celle des grands. Moi, mon rêve, c'est de devenir acteur. Je suis là pour actualiser mon book parce que j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Aux manettes de cette séance de shooting, Tzipi Hadis, mannequin et cofondatrice de l'agence Tel Aviv Models. Avec les enfants, on est obligé de faire des séances photos tous les 3-4 mois. Tout simplement parce qu'ils grandissent, changent. Je ne peux pas montrer des photos datées aux annonceurs. Ils veulent voir à quoi ressemblent les enfants vraiment pour faire leur choix. En tout, 400 enfants et adolescents sont représentés par l'agence qui a des règles très strictes en matière de poids. Les modèles sont régulièrement pesés et l'agence suit de très près leur courbe de croissance. Les conditions pour être reçu dans notre agence sont très claires. Pas de régime, pas d'alcool et bien entendu pas de drogue. En revanche, nos modèles doivent faire régulièrement du sport et avoir une alimentation équilibrée avec au minimum 3 repas par jour. Jamais un de nos mannequins n'est devenu anorexique, ça ne peut pas arriver. Au contraire, nous accueillons régulièrement des jeunes filles anorexiques qui sortent de l'hôpital pour les aider à reprendre goût à la vie. Nous les suivons de très très près, elles viennent plusieurs fois par semaine, on vérifie leur poids, leur alimentation et surtout, on leur donne beaucoup d'amour pour les aider à vaincre la maladie. L'agence de Tzipi fait également travailler une dizaine de mannequins rondes, des modèles grande taille comme on les appelle. Pourtant, les clichés restent bien ancrés dans les esprits. Quand on demande à Cheyenne, 13 ans, à quoi doit ressembler un mannequin, la réponse fuse. Grande et mince, mais moi j'ai de la chance, je peux manger ce que je veux, je ne grossis pas. Tzipi le reconnaît, le monde de la mode privilégie les minces. Elle-même pesait 85 kilos avant de se lancer dans le mannequinat. Pour un catalogue international et une grande marque de vêtements comme disons Castro par exemple, bien sûr qu'il faut quelqu'un de mince. Chaque marque a ses critères, ses exigences. Une fille ronde peut être magnifique, jamais elle ne représentera une grande maison de couture. Pour ça, elle doit être grande, mince, sexy. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un de gros sur des podiums internationaux. Ça serait l'envoyer au casse-pipe. Moi, je n'ai rien contre les rondes, au contraire, je pense qu'il y a des filles bien en forme qui sont très belles, très sexy. Tu n'as pas besoin d'être mince pour être belle et sexy. Le monde de la mode, c'est pas trop mon truc, mais j'aimerais bien voir sur les affiches ou à la télévision des filles, disons, un peu rondes. Tu veux dire des filles auxquelles tu puisses un peu t'identifier? Oui, c'est exactement ça. Des filles rondes à l'affiche, pas sûr que la nouvelle génération en verra demain. Le diktat de la minceur a encore de beaux jours devant lui. Alors mesdames, je voyais regarder le reportage avec beaucoup d'intérêt, une réaction peut-être? Oui, je suis pas sûre que j'ai 3 filles et je les aurais peut-être pas conduit sûrement là-bas parce que si elle a fait 85 kilos pour avoir l'habitude de soigner l'anorexie, je pense qu'elle a sûrement à un moment basculé de l'autre côté. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est vrai qu'on peut rêver que les mannequins ne soient plus ces brindilles qu'on nous montre. C'est toujours quand même très difficile, comme me disait la petite jeune de 13 ans, de s'identifier à des gens ronds ou trop ronds ou gros. Mais justement, les enfants mannequins, Paula, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour ou bien vous êtes contre? On a un peu l'impression que c'est quand même l'ego des parents qui est flatté. Hein. Alors exactement, moi je dis que c'est vraiment les parents qui gagnent dans tout ça et pas vraiment les enfants. Et en fait, souvent les parents vivent à travers leurs enfants leurs rêves. Oui. Parce que je ne suis pas vraiment favorable à... Ça existe un canon de santé?
Oui, oui, j'ai envie de dire que pour prendre soin de sa santé, on peut peser 50, 70 ou 100 ou 150 kilos, ça n'a aucune importance. Le plus important, c'est justement d'être avoir une vie affective qui est très nourrissante, de bien dormir la nuit, d'avoir un bon sommeil réparateur, d'avoir un équilibre de vie, garder du temps pour les loisirs, essayer justement d'apprendre à gérer son stress, que ce soit avec une activité sportive ou autre. Et voilà, je pense que c'est ça le canon de la santé. Absolument. Allez, reste avec nous dans quelques instants, la deuxième partie de notre émission, donc la suite du dossier de Midi Ensemble. C'est dans 1 minute. Surtout, ne changez pas de chaîne. Vous regardez Midi Ensemble, nous parlons du diktat de la minceur. Je vous propose de faire la connaissance de Julia Benamou. Elle a perdu 56 kilos, toute seule, pas de chirurgie, une vraie force de caractère. Aujourd'hui, elle parle de sa vie passée avec beaucoup de recul et de sérénité, folle de shopping. C'est une jeune femme de sa génération, elle explique son combat. Sa vie aujourd'hui, vous allez voir, c'est beaucoup de sport et une hygiène de vie irréprochable. Regardez. Benamou, bonjour, merci à vous de nous accorder une interview dans Midi Ensemble. Votre cas nous intéresse parce que vous avez perdu 50 kilos, un peu plus même. Comment avez-vous fait? Sans chirurgie Sans chirurgie, alors tout à fait. Premièrement, je voudrais vous remercier de m'accueillir dans cette émission. Pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir témoigner de mon histoire aujourd'hui. Comment j'ai fait? C'est une question très globale. Je vais essayer d'y répondre brièvement. Je pense que déjà, pour pouvoir réussir à perdre 50 kilos, il s'agit de changer de vie, de changer de comportement, de façon de vivre, de changer d'hygiène de vie. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. J'en étais arrivée vraiment à un certain stade où j'étais obligée de changer mon comportement au niveau de la nourriture. Justement, cette prise de conscience, elle a eu lieu comment? Elle a eu lieu à un moment donné, quand on se rend compte qu'on ne peut plus s'habiller, quand on se rend compte qu'on ne plaît pas forcément en garçon, quand on se rend compte que les copines que l'on a sont très coquettes et qu'on aimerait acheter le même genre de vêtements et que finalement on n'a pas la même taille et on ne peut pas acheter les mêmes vêtements. En fait, cette envie de maigrir, c'était plus psychologique ou physique ou bien les deux? Je dirais que c'est plus une question psychologique parce que quand on est dans cet état-là, quand on est vraiment fort, on ne se rend pas compte. On ne se rend vraiment pas compte de comment on est, donc c'est vraiment psychologique. On ne se sent pas bien, on a chaud, on transpire, on est essoufflé, on est mal dans sa peau. Donc je dirais que c'est physique aussi, mais c'est surtout plus psychologique. D'accord. Et comment vous avez autant grossi? Dites-moi, comment on peut grossir? Comment on peut arriver à faire 140 kilos? Moi, pour ma part, en ce qui concerne ma propre histoire, j'ai eu un choc quand j'ai eu 9-10 ans. J'ai mon papa qui a eu une grande maladie et c'est vrai que j'étais très proche de mon père et j'en ai été très bouleversée. Donc j'ai vraiment pris beaucoup de poids parce que pour me protéger de cette maladie, en 3 ans, 3-4 ans comme ça, vraiment pour me protéger de cette maladie, j'ai vraiment remplacé, j'ai pris la nourriture et je l'ai mise à une place qui n'était vraiment pas sa place et j'ai beaucoup mangé et je me suis vraiment protégée comme ça. Est-ce que vous vous souvenez du moment où ça a basculé dans votre tête et vous vous êtes dit tout ça, ça doit changer? Ce moment précis-là? Ce moment précis, c'est où j'ai voulu acheter des bottes et que je n'avais pas la taille parce que mes jambes rentraient dans aucune paire de bottes. Et je me suis dit là, c'est vraiment pas possible. D'accord. Par quel stade êtes-vous passé? Ça n'a pas dû être simple? Je suis passée par tous les stades possibles et inimaginables. La douleur, la dépression, la tristesse, ne pas se plaire, ne pas plaire. Et toutes ces opérations que j'ai pu faire après avoir perdu du poids, parce qu'il y a des problèmes de peau, la peau ne tient pas, la peau pend, la douleur, vraiment tous les stades possibles. Et puis la pilosité aussi? La pilosité, le fait d'avoir des problèmes hormonaux. Il s'est rétabli lorsque vous avez maigri? Dès que j'ai commencé à perdre du poids, tout s'est remis en place vraiment de manière générale, très simplement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a 18 ans, quand on est une jeune femme de 18 ans et qu'on fait 140 kilos? On est très mal dans sa peau, on est triste, on pleure, on ne sait pas comment faire pour s'arranger, puis en même temps on ne sait pas comment commencer, par quoi commencer. Et c'est vrai que c'est très difficile.
Comment vous avez commencé justement? Vous avez eu besoin d'un professionnel ou bien vous avez commencé toute seule? J'ai été prise en charge. En fait, c'est mes profs au lycée qui m'aimaient beaucoup. J'étais déléguée. Moi, j'ai toujours été très rigolote comme ça. Et les profs que j'avais m'aimaient beaucoup. Ils m'ont dirigée vers une psychologue, là où j'avais mon lycée. Et j'ai commencé comme ça, par quelqu'un qui m'a vraiment aidée. J'ai fait une psychanalyse pendant à peu près pendant 6 ans. D'accord. Et vos problèmes, maintenant, vous les connaissez? Ils sont réglés? Les problèmes, je les connais. Bien sûr que je les connais. Je les ai toujours connus, mes problèmes. Même quand j'ai commencé cette psychanalyse, je savais pourquoi j'étais mal. J'ai toujours su. Pourquoi? La perte de mon père, la maladie de mon père avant tout. Et ça a comme été un abandon qu'on se met dans la tête. C'est plus ça. Et ça a vraiment été ça. Quel chemin vous avez parcouru, Julia, pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui? Quel chemin j'ai parcouru? J'ai parcouru un très long chemin. J'ai dû être très forte, battante. Moi, j'ai toujours été, vous allez rire, mais j'ai toujours été fan de Rocky. J'ai regardé tous les Rocky avec mon père. Et à chaque fois que je regardais Rocky Balboa, je me disais, c'est moi, quoi. Et je me disais, quand on veut, on peut. Et il suffit vraiment de le vouloir. Et quand on veut, je pense que vraiment, on peut toujours tout réussir. Et qu'est-ce que vous avez senti quand vous avez commencé à maigrir? De la fierté. De la fierté, de l'amour de moi, de me dire, waouh, c'est pas moi, quoi. Se regarder dans le miroir, je n'étais pas comme ça. Et se dire, ouais, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'y arriver encore et je vais y arriver, je vais tout faire pour. Et c'est cette force-là qui nous porte après quand on commence à perdre. C'est toujours très difficile de rentrer dans un régime. Et puis après, dès qu'on est dedans, on se dit, ouais, il y a les résultats qui sont là. Ça vous a pris longtemps? Ah, ça m'a pris des années. Ça m'a pris des années. J'ai commencé, puis après j'ai repris, j'ai remaigri, j'ai repris. Et après, voilà, j'ai reperdu à peu près 25 kilos il y a 3 ans, comme ça, je n'ai pas repris. Je ne suis pas encore arrivée à mon objectif, mais... Alors maintenant que vous avez quand même perdu beaucoup de poids, comment vous vivez? Vous vous interdisez tout? Non, je ne m'interdis pas tout. Justement, c'est peut-être pour ça que mon régime est un petit peu bloqué en ce moment. Mais non, je vis, je pense que manger, c'est un plaisir. C'est un plaisir qu'il faut savoir doser. Il faut savoir gérer et mettre un équilibre dans tout. Ça veut dire, on peut être au régime toute la semaine et sortir un soir et manger des pâtes. Maintenant, il faut bien sûr pas en manger le lendemain et le surlendemain. Mais je pense pas qu'il faille s'interdire tout, parce qu'alors on arrête de vivre dans ces cas-là. Quel conseil vous donneriez aux jeunes filles justement qui pensent qu'elles ont du poids à perdre pour y arriver? Tout dépend de quel poids à perdre. Si jamais c'est un régime de 5-10 kilos, c'est pas du tout les mêmes conseils. C'est sur une courte période. Si c'est vraiment des personnes qui, comme moi, ont traversé une épreuve difficile dans la vie de perdre 50 kilos, je pense qu'il faut réfléchir, il faut s'isoler et se demander qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Est-ce qu'on veut être heureux ou pas? Et quand on a besoin de maigrir pour être heureux, alors il faut s'en donner les moyens. Merci beaucoup, Julia. Avec grand plaisir. Alors incroyable, hein, la force de caractère de Julia, elle s'est prise en main Paula toute seule, mais là on peut dire pour le coup que son régime était plus que bénéfique, parce que là c'était un problème de santé là. Hein. J'ai pas entendu ce mot vraiment dans le reportage, donc j'espère pour elle qu'effectivement, j'imagine qu'il y avait sûrement des raisons de santé qui étaient à l'origine du déclenchement, mais les raisons qu'elle a mis en avant étaient surtout esthétiques et l'impossibilité d'enfiler ses bottes ou de s'habiller. Ceci dit, j'espère que Julia a terminé son deuil, parce que je suis un petit peu sceptique sur la vie qu'elle mène aujourd'hui. Me paraît bien restrictive, bien draconienne, et bien elle a remplacé le je contrôle rien en je contrôle tout, et je trouve ça un petit peu bon, on a quand même envie de lui faire confiance, hein, parce qu'elle a l'air de bien maîtriser son affaire. Je voulais juste dire que j'ai la chance de la connaître et qu'elle n'est pas dans cela. Au contraire, pour moi, c'est un exemple, et c'est un exemple aussi pour montrer comment, quand on entreprend une entreprise pareille, c'est invraisemblable. 50 kilos, c'est une montagne, mais qu'on a une force de vie et qu'on a un accompagnement qui l'a aidée justement par rapport au deuil, on peut y arriver. Quand elle dit quand on veut, on peut, mais je rêve que toutes les jeunes qui souffrent de troubles alimentaires... Et cette force de caractère, bien sûr. Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Régine? Ici, c'était le diktat de la mode, c'était le regard extérieur, ou bien c'était simplement le besoin de se sentir bien dans son corps? Parce que la frontière, finalement, est très fine. Hein. La frontière est fine, et c'est un peu ce qui est difficile pour nous, quand on a affaire à des gens qui veulent commencer un régime. Comme elle dit, si c'est
5, 10, même 15 kilos, on peut les aider. Quand il s'agit de tout un ensemble qui fait qu'on ne peut plus être face au regard des autres, c'est peut-être le... Vous demandiez à Paula le problème de santé, moi j'ai envie de dire, ça devient une nécessité de vie, parce qu'on ne peut plus se voir et on n'accepte plus que les autres nous voient. En tous les cas, vous savez que ce diktat de la minceur, mesdames, ne prend pas partout. Regardez cette infographie qui démontre bien que la beauté est un critère qui diffère selon les pays. En Corée du Sud, par exemple, une femme est idéale et belle lorsqu'elle est mince, tandis qu'en Irlande, les rondeurs sont plus appréciées. Néanmoins, la différence entre le corps réel et rêvé est plus ou moins importante selon les pays. En Corée du Sud, l'écart n'est pas frappant, mais aux Philippines, pour un homme, le corps idéal est beaucoup plus fort que celui qui est réel. Et puis pour la France, eh bien évidemment, vous vous en doutez, les femmes rêvent toujours d'un corps plus maigre que celui qu'elles possèdent. Alors j'aimerais bien quand même aussi qu'on parle d'autre chose, ce sont les retouches photos. Ça s'adresse à toutes les jeunes filles qui nous regardent. Photoshop est utilisé partout, que ce soit dans les pages magazines, dans les campagnes publicitaires ou bien dans les pubs TV. Il est l'une des raisons de ce diktat de la beauté, trompant souvent la réalité, Régine. Hein ? Oui, tout à fait. Et c'est pour moi une des tragédies qu'on soit en permanence comme ça, tyrannisé par l'apparence. Parce que ça va très très loin. Ces jeunes qui font en permanence l'utilisation des retouches photos ne peuvent plus se voir au naturel dans une photo. Non plus le vrai reflet d'elle-même. Donc c'est terrible parce que c'est pareil aussi pour ces femmes. On parlait du culte de la minceur, mais le culte de l'éternelle jeunesse. Comment on fait quand on a des rides, quand on a des très difficile de vieillir dans notre société. Oui, ça sera un autre thème de Midi Ensemble, je vous promets. D'accord. Alors on est dans l'apparence. Oui. On voit que c'est surtout quand même le corps de femme qui est la cible. Pourquoi, à votre avis, Paula ? Je pense que les femmes, depuis des siècles et des siècles, ont toujours été les critères, le corps de la femme a été le critère de référence de la beauté. Et puis je pense que surtout, Régine, c'est ce que tu disais, les jeunes filles se modèlent et le corps des femmes change avec les années. Donc, notamment à la puberté. À la puberté surtout. Alors justement, d'un côté, certains magazines plébiscitent la minceur, mais regardez cette publicité du savon Dove qui met en avant des femmes normales. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous pensez, Régine, que ça peut avoir un impact sur les jeunes filles? Malheureusement, pas vraiment. Ça va avoir un impact sur les femmes matures qui ont pris du poids, qui ont pris des kilos, et ça va nous aider à les faire accepter leur corps. Les jeunes, on a besoin de rêves, et on ne peut pas s'identifier à des femmes trop rondes parce qu'on est plus elles sont dans belles comme tout, elles sont souriantes. Pour nous, mais par contre, vous montrez Raffaelli à des jeunes, là on peut s'identifier. Mais les professionnels, elle a des formes. Quand même, qui se mettent à lutter pour la maigreur, contre la maigreur, Paula, c'est quand même bien, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, c'est absolument parfait. Moi je suis ravie, que ce soit de la santé, l'image ou la mode, il faut absolument lutter contre la maigreur. Je ne dis pas la minceur, mais lutter contre la maigreur. Par contre, il ne faut pas discriminer les maigres comme ont été discriminés les obèses. Alors, nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv et nous avons demandé aux Israéliens ce qu'ils pensent de cette société où la minceur est reine. Regardez. Je pense que les femmes dirigent la mode plus que les hommes, donc si elles décident que le modèle doit être une femme mince, alors ce sera comme ça. Je pense que si une fille est mince et qu'elle souffre beaucoup pour en arriver là, c'est une mauvaise chose. Mais il faut aussi savoir que certaines femmes sont minces naturellement et ça peut aussi être très beau. Mais je préfère plutôt les nouveaux mannequins qui sont tout en muscles et très sportifs. Non, ce n'est pas bien parce que les femmes n'arrêtent pas de penser à devoir être maigres et à faire des régimes. Et ce n'est pas une condition idéale pour tout le monde. Je suis pour. Non, je veux dire, je pense que c'est bien d'avoir un corps sain, donc un corps plutôt mince, ne serait-ce que pour une question de santé. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne non plus d'anorexie ou de la phobie quant à avoir un corps vraiment trop maigre. Et je propose de retrouver tout de suite Marianne pour d'autres questions téléspectateurs. Marianne. Effectivement, Valérie, alors une téléspectatrice de Nice nous dit que sa fille se trouve pleine de défauts. Elle déteste son corps à tel point qu'elle a décidé de ne pas se mettre en maillot de bain à la plage cette année. Alors certes, elle a peut-être quelques kilos à perdre pour se sentir mieux dans son corps, mais c'est vraiment devenu obsessionnel. Comment peut-on l'aider à votre avis? Régine.
Moi, je pense que déjà, c'est bien de parler à nos adolescentes de notre propre corps, des souffrances qu'on vit à l'adolescent. Je connais quasiment aucun adolescent qui soit bien dans son corps. La deuxième chose, si après tout elle a envie de perdre quelques kilos, alors c'est bien de l'aider, de changer l'alimentation, de l'emmener faire une activité physique. Maintenant, quand ça commence à devenir tyrannique, obsessionnel, effectivement, peut-être consulter quelqu'un qui soit de l'extérieur, qui apporte un autre regard. Bon, en tout cas, aujourd'hui, de plus en plus de gens prennent conscience que la beauté ne se définit pas à un corps mince, mais plutôt avec un corps avec des formes. C'est donc le retour en force des vraies femmes, et ça, c'est la bonne nouvelle. Vous savez même que Barbie existe en format femme classique, une invention de l'artiste Nikolai Lam. Alors, n'est-on pas aujourd'hui en train d'élever nos enfants pour qu'ils rentrent justement dans les canons de leur époque, Paula? D'un côté, on n'a pas vraiment le choix. Parce que les enfants se socialisent avec l'école et qu'ils subissent l'influence de leur père, de leurs congénères. Donc forcément, il y a des messages qui vont passer, notamment les canons esthétiques. Et puis en même temps, on est quelque part, on veut, nous, parents, les élever toujours avec une très bonne intention de les maintenir en bonne santé, qu'ils soient justement, heureux. Comment ne pas devenir tyrannique avec eux? C'est pas très simple. C'est pas très simple parce qu'on est complètement terrorisés qu'ils prennent du poids. S'ils grossissent, on va les emmener maigrir parce qu'on a peur qu'ils soient touchés par les maladies du surpoids. S'ils se mettent à maigrir, on a peur on les emmène grossir parce que... Enfin, voilà. Donc, c'est pas très simple. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Paula. Merci beaucoup, Régina. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous car Midi Ensemble continue. Surtout, mesdames, ne changez rien. Restez comme vous êtes.